Aujourd'hui, on détruit un préjugé à la dent dure, celui de l'électrochoc du changement d'entraîneur. Celui qui dit que virer un entraîneur permet d'obtenir de meilleurs résultats alors que les chiffres montrent le contraire. Et pour l'évaluer, on est parti sur une analyse très simple, les titres. En effet, un coach et de manière plus générale une équipe sont jugés sur est-ce qu'ils ont gagné ou pas, est-ce qu'ils ont été champions ou pas. C'est une vision trop réductrice, mais c'est la plus répandue, donc on est parti de ça. On s'est donc posé une question très simple. Lorsqu'une équipe gagne, depuis quand le coach est-il en place ? Avant d'aller plus loin, dites-nous en commentaire si le concept vous a plu, dites-nous également d'autres idées d'histoire, et puis écrasez le pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour continuer de donner du soutien. On s'est donc plongé en arrière sur les 30 dernières années de 3 grands championnats, la NBA, l'Euroleague et la Pro A, pour aller voir la longévité du coach en place lors du titre. Et les résultats sont assez parlants. En NBA, 7 ans passés au club en moyenne pour le coach vainqueur cette année-là. En Euroleague, c'est un peu moins, mais ça reste très important, 4,3 ans, tandis qu'en LNB, on reste encore un peu moins, mais ça reste toujours assez conséquent avec 3,7 années. Ce que ça nous dit, c'est qu'en moyenne, il nous faut du temps pour construire une alchimie et un collectif complet, et ça prend du temps de gagner. Mais cette analyse est biaisée, il suffit de prendre deux exemples complètement différents. Greg Popovich et Steve Kerr. Greg Popovich a une longévité incroyable, il casse les stats puisqu'il a remporté son dernier titre après 17 ans passés avec le même club, ce qui fait forcément monter la moyenne, tandis que Steve Kerr, lui, a réussi l'exploit de remporter ce titre lors de sa première année. Ce qui montre donc que ce n'est pas impossible. Mais ces deux exemples nous montrent également beaucoup de choses. Si on prend l'exemple de Popovich, il aurait pu être viré. Lui qui était directeur sportif a décidé de virer son entraîneur pour se mettre à sa place. Une décision qui avait été polémique à l'époque, surtout parce que Bob Hill avait fait une très bonne saison. Les titres ne sont pas venus tout de suite, malgré l'addition de Tim Duncan, et au début de la saison du lockout en 1999, les Spurs commencent la saison avec un bilan médiocre de 6 victoires pour 8 défaites. Doc Rivers fait alors partie des commentateurs pour les San Antonio Spurs et le front office pense sérieusement à lui pour remplacer Popovich avant un match contre les Houston Rockets. Les joueurs des Spurs l'apprennent, vont chez Popovich et ressortent grandis de cet échange en pensant que c'est lui le coach qui va les faire gagner. Ils mettent donc toute l'énergie dans la bataille, remportent ce match, le front office lève les doutes et au final de cette saison même, les Spurs seront champions NBA pour la première fois de leur histoire. L'histoire de cette longévité incroyable des Spurs aurait donc pu être complètement différente. Quant à Steve Kerr, il est arrivé dans une équipe qui était déjà très bonne, qui était installée, qui était une des meilleures de l'Ouest, avec un effectif très complet, mais qui n'arrivait simplement pas à passer le dernier petit cap. Il y avait des petits soucis d'entente avec Mark Jackson, ils ont décidé de le mettre et il a su apporter sa petite touche sans révolutionner toute l'équipe pour parvenir à remporter le titre dès sa première année, et la suite on la connaît avec la dynastie qu'il a réussi à créer. En Euroleague, le meilleur exemple, c'est Zeljko Obradović, un des plus grands coachs de toute l'histoire. Il a gagné avec le Partizan Belgrade, avec Bad Allen, avec le Real Madrid, avec le Panathinaikos, et il arrive au Fenerbahçe avec une équipe surcalibrée qui a mis beaucoup de moyens pour remporter l'Euroleague pour la première fois, et il lui faudra pas moins de 4 ans pour réussir le Graal et enfin l'emporter avec le Fenerbahçe. Ce que ça nous apprend, c'est que gagner, c'est difficile, très difficile, même pour les plus grands. Et c'est encore plus difficile de gagner quand on n'est pas au volant d'une Ferrari. On peut prendre l'exemple de Marcelo Bielsa en football qui a eu tendance à toujours faire surperformer ses équipes mais qui n'a jamais été aux commandes d'une grande équipe. Guardiola disait lui-même que si il avait été à sa place, il aurait certainement gagné beaucoup plus de Ligue des Champions. L'analyse des titres, c'est donc biaisé. On peut par exemple parler d'Andrea Trinchieri, qui est un coach très talentueux, très connu, actuellement très en vogue en Europe, mais qui n'a jamais été aux commandes d'une équipe monstrueuse et qui n'a donc jamais gagné. Alors on peut donc repositionner le débat. Si les titres, ça ne permet pas de juger le niveau d'un coach, qu'est-ce qui permet de juger ? Une bonne définition qu'on va adopter ici, c'est un bon coach, c'est un coach qui fait surperformer son équipe. C'est-à-dire que par rapport à un salaire moyen ou par rapport à un niveau d'équipe, le résultat total va être supérieur à ce qui est attendu. Peu importe si on fait passer de la 16e à la 13e place ou de la 3e à la première. Donc intéressons-nous aux victoires et à l'impact concret des coachs. Pour ça, on s'est basé sur une étude de Chance qu'on va vous mettre dans la description qui s'est chargée d'analyser les résultats en NBA en fonction de la durée de longévité du coach dans leur équipe. Et là aussi, les résultats sont sans appel. Un coach présent depuis plus longtemps gagne en moyenne 6 matchs de plus que la moyenne de la ligue, c'est-à-dire 41 victoires à 50%, autant de victoires que de défaites, mais un coach rookie, lui, gagne en moyenne 36 matchs par saison. Un coach avec 3 ans d'expérience gagne 42 matchs
par saison. Un coach avec 5 ans d'expérience gagne en moyenne 46 matchs par saison, puis il y a un plateau à 47 matchs, comme vous pouvez le voir sur le graphique. L'analyse précédente est potentiellement un petit peu réductrice. En effet, on pourrait penser que si on a viré un entraîneur, c'est que les résultats sont moindres, que le roster est moins bon, qu'on veut recommencer un projet, auquel cas le nouveau coach hérite d'une équipe inférieure, et donc potentiellement, c'est normal qu'il gagne moins de matchs qu'un coach qui est là depuis longtemps, dans une équipe qui gagne et avec un bon process. Mais ça veut dire quoi, gagner ? En effet, pour gagner, il suffit pas d'avoir un bon coach. Tout est intrinsèquement lié. Une équipe qui gagne est une équipe qui mélange un certain nombre d'éléments. Une bonne équipe, de bons joueurs, une bonne alchimie, une bonne cohésion, une bonne continuité, mais également un bon coach, etc. Et bien sûr, forcément, l'élément déterminant, la chance. Alors du coup, comment on fait pour isoler dans une équipe la différence de résultats entre le niveau de l'équipe et ce qu'apporte le coach ? Cette étude de Chance a résumé le succès en 3 grands facteurs. Le talent des joueurs dans l'équipe. Est-ce que le coach a gagné parce que les talents ont porté et que n'importe quel coach à la manette aurait fait gagner ? Est-ce qu'il y a la continuité de l'équipe qui permet d'avoir une vraie alchimie qui n'est pas forcément liée au coach simplement parce que les joueurs se connaissent ? Et enfin 3, la qualité du coaching. Et donc sur ces 6 matchs de différence, en plus qu'un coach avec une plus grande longévité dans son équipe gagne, cette étude a estimé qu'il y avait 4 victoires qui étaient dues au talent des joueurs et à la continuité du roster, et 2 liées à la qualité de l'entraîneur. C'est-à-dire que oui, il est vrai que le niveau de l'équipe va forcément permettre à un coach de gagner plus ou moins, mais l'impact d'un coach en basket, en tout cas, est réel et permet de surperformer ou de sous-performer. Donc pour déterminer ces 2% et calculer l'impact du coach, il faut retirer l'impact du niveau de l'équipe et de la continuité du roster. Quand on fait l'analyse de la continuité du roster, il est vrai qu'une équipe qui a plus de continuité gagne plus, surperforme par rapport à une équipe qui a beaucoup moins de continuité. Néanmoins, c'est un peu mélangé avec l'impact du coach. On se rend compte que même si on a un roster qui reste le même et des coachs qui changent, les résultats restent très stables, voire même descendent. Donc ça n'a que très peu d'impact. Alors que par contre, il est complètement démontré que plus un coach reste longtemps dans une équipe, plus le niveau de ses joueurs a tendance à augmenter et lui permet donc d'obtenir de meilleurs résultats. Pour calculer l'impact du coach, on utilise le CWS, c'est-à-dire le Coaching Win Shares, c'est-à-dire le pourcentage qu'un coach apporte de victoires à son équipe. Pour calculer ça, on part de la performance des joueurs individuels. On fait une projection de la performance qu'ils vont avoir. On va ensuite essayer de la transformer en une projection de victoire d'équipe en combinant la somme de la projection des performances de tous les joueurs de l'équipe, et ensuite on va comparer avec le nombre de victoires qu'ils ont réellement eu. Et donc, c'est là comme ça qu'on va déterminer est-ce que l'équipe a plutôt surperformé ou sous-performé. Et si on réduit ces statistiques aux coachs qui ont eu la plus grande longévité, pour justifier du résultat, que ce n'est pas seulement parce qu'ils sont restés qu'ils ont été bons, on se rend compte que dès le début, il y a eu plutôt cette même phase 1 de sous-performance, avec ensuite une phase 2 où il y a vraiment une surperformance, une période d'excellence qui dure longtemps, et puis une troisième phase qui décline, parce que forcément, si les coachs ne sont plus en place, c'est qu'il y a un moment, même s'ils sont restés très longtemps, où les performances ont décliné et que les équipes ont décidé de s'en séparer. Dans cette autre étude réalisée par Oops Hype qui analyse les 20 dernières années de NBA, ils ont essayé de calculer le pourcentage de victoires par rapport au nombre de coachs qu'ils ont eu sur cette période. Et on se rend compte qu'il y a une vraie tendance décroissante. Plus on a de coachs, plus bas est le pourcentage de victoires. On leur laisse pas le temps de s'installer avec leurs équipes et donc ça donne des pourcentages de victoires trop faibles. On peut souligner par exemple les Jazz qui, bien qu'ils aient eu très peu de head coach et qu'ils ont plutôt un bon pourcentage de victoires, ils sont un petit peu en dessous de la courbe, tandis que les Lakers, eux, sont largement au-dessus de la courbe. Ça peut s'expliquer par 2 facteurs. Un, quand on a un gros marché comme les Lakers, on peut plus facilement attirer des meilleurs joueurs, même si on a une mauvaise équipe, et donc se relancer. Mais également un deuxième qui est forcément le niveau d'attente des équipes qui ne s'attendent pas à rester à 50% longtemps. Il faut tout le temps être efficace et gagner les matchs. Et si on le fait pas, on a plus tendance à virer le coach rapidement. D'ailleurs, cette même étude dit de manière assez surprenante que la NBA est le sport américain où le coach a le plus de turnover. C'est-à-dire que c'est là où on change le plus souvent d'entraîneur. Alors pourquoi autant pour le basket et surtout, comment éviter ça ?
La synergie à la Spurs est l'objectif à accomplir pour toutes les équipes NBA, mais c'est très souvent impossible. Chez les Spurs, les rôles sont parfaitement distribués. On a un manager qui est R.C. Buford qui ne s'immisce pas dans le sportif et un sportif qui ne s'immisce pas dans la direction. Chacun travaille à sa place. Il y a un vrai projet, une vraie volonté de travailler ensemble. Et d'ailleurs, il suffit de regarder tous les coachs passés avec Greg Popovich qui sont sortis de ce process-là Spurs industrialisé pour montrer qu'on travaille très très bien à San Antonio. Mais c'est pas tout le temps aussi facile pour les clubs. Il suffit qu'une pièce ne soit pas alignée pour que tout le château de cartes s'effondre. D'où l'importance de bien choisir un coach, et une fois qu'on l'a bien choisi, il faut lui faire confiance. On peut également utiliser l'exemple de la NCAA, et on va vous montrer ce graphique. Alors si on regarde les résultats, on pourrait se dire, ces 4 coachs-là, au bout de 4 ans, faudrait peut-être les virer, parce que le résultat n'est pas à la hauteur. Mais quand on découvre derrière qui sont ces coachs, on se rend compte que c'est tous des coachs qui ont été Hall of Famer. C'est des coachs en qui on a eu confiance, à qui on a laissé le process s'installer, on les a laissés choisir leurs joueurs, on les a laissés choisir leurs assistants, on les a laissés choisir et construire un projet commun, et ça prend vraiment du temps de choisir les bonnes pièces, de choisir les bons joueurs, de choisir des bons process, et d'avoir une machine bien huilée, ça prend du temps, tant souvent que les clubs ne prennent pas parce qu'ils sont dans l'urgence du résultat. Et on a d'ailleurs des cas dans le championnat français, il n'y a pas besoin d'aller outre-Atlantique pour aller retrouver ce genre de système qui fonctionne. Il suffit d'aller regarder à Nanterre ou à Dijon, par exemple, pour voir des équipes surperformer grâce à une structure et un process très bien défini. Si on regarde Dijon, on a un coach qui a été mis en place, qui a sous-performé une année où on a failli descendre, mais le club a continué de lui faire confiance, a continué de construire jusqu'à l'emmener en finale du championnat de France et à remporter la Leaders Cup. C'est donc évident que laisser travailler un coach et lui donner les pleins pouvoirs, tout en sachant également le conforter quand c'est difficile et de prendre des décisions importantes pour le garder, c'est très très important. Du coup, en fait, on en revient à se dire que c'est très important de choisir le bon coach et ensuite de le laisser travailler et de lui faire confiance. Alors pourquoi on choisit un coach et surtout comment on le choisit ? Souvent, les critères tactiques, techniques, sont un petit peu sous-valorisés par des présidents qui sont pas forcément basketteurs. D'où l'importance d'avoir des directeurs sportifs, des directeurs généraux qui ont une connaissance du basket et qui sont capables d'évaluer la qualité technique, même si bien sûr la qualité humaine, relationnelle et le feeling sont très importants dans des clubs, notamment où on survit de partenariats, de sponsoring, et il faut forcément avoir une bonne relation avec les partenaires. Tous ces paramètres-là sont tous entrelacés, ce qui rend les décisions toujours très difficiles à prendre. Que se passe-t-il d'un point de vue résultat juste après le limogeage ? L'électrochoc n'amène pas à de meilleurs résultats. Ça a été démontré par des études, le pourcentage de victoire reste plutôt stable. En effet, limoger un entraîneur, c'est changer les principes, changer les plans de jeu, changer le projet, changer les relations entre les joueurs, changer le temps de jeu des joueurs également. Ça demande forcément un temps d'adaptation. Alors du coup, pourquoi on décide de le virer ? On l'a dit, ça donne pas de meilleurs résultats, les équipes restent plutôt avec les mêmes pourcentages, il n'y a pas d'électrochoc, et ça coûte de l'argent de terminer un CDD, puisqu'il faut verser des indemnités. Alors quand est-ce qu'on donne du temps, quand est-ce qu'on considère que c'est toujours le bon coach pour nous, et qu'il faut continuer à travailler avec lui, et quand est-ce que vraiment on considère que c'est invivable, parce que ça peut arriver, et qu'on décide de le limoger. Alors pourquoi on décide de virer un entraîneur ? La raison invoquée, la plupart du temps, c'est le manque de résultats. Mais on l'a dit, le limogeage d'un entraîneur n'amène pas une amélioration des résultats. Il faut donc que cette décision soit justifiée. Ça peut être parce qu'il y a un problème de relation avec des joueurs importants du projet, ça peut être parce qu'il y a un problème de communication, ça peut être parce qu'il y a un conflit avec le président, avec le directeur sportif, et du coup, on n'est plus aligné avec un projet ensemble, ou ça peut être simplement que l'image publique du coach s'est détériorée. On peut d'ailleurs s'arrêter un petit peu sur ce point, on va vous laisser dans la description un article des Cahiers du football de 2009, mais qui est toujours d'actualité, et qui résume l'impact qu'un journaliste peut avoir sur le futur d'un club et sur comment ce club est perçu par ses supporters. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi vous détestiez un coach ? Pourquoi souvent il y a une unanimité, comme quoi ce coach est bon ou ce coach est nul ? C'est vous qui avez décidé, vraiment ? Ou c'est quelqu'un qui vous l'a mis dans la tête ? En tout cas, on vous laisse cet excellent article pour réfléchir, c'est très intéressant. En résumé, on l'a dit, les coachs qui ont une plus grande longévité dans leurs équipes ont tendance à remporter plus de titres et ont tendance à ramener des pourcentages de victoires supérieurs et donc faire surperformer les équipes. Il faut donc donner du temps aux coachs et avoir une vraie vision de process ensemble, d'amélioration du club, peu importe
contre vent et marée ensuite les différents intervenants qui peuvent tenter de modifier cette mécanique huilée, il faut prendre le temps, avoir confiance, pour pas seulement limoger un entraîneur pour essayer de se sauver à court terme, mais plutôt s'améliorer sur le long terme. On l'a vu, le succès, ça met du temps à se construire, même pour les meilleurs. Ne détruisons pas ça trop vite.